Alors, bonjour tout le monde. Je suis Véronique Landry. Je serai la gardienne du temps pour la présentation de ce matin. Alors, sans plus tarder, je vous présente le titre de la conférence. Et si la durée du traitement était déterminée individuellement, fondements et enjeux de mise en place d'un traitement en dépendance à durée modulable. Cette conférence sera présentée par Mme Bouffard, Mme Dano-Pelletier ainsi que M. Tremblay. Alors, messieurs, dames, vous avez 60 minutes. La parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Débutons cette petite conférence par quelques constats généraux. Merci à l'équipe du Centre Eureka qui m'ont sollicité et qui ont eu un très, très beau projet de monitorer la durée de l'interne, de moduler plutôt la durée des services internes en fonction des besoins de l'usager. Ça fait longtemps qu'on parle de cette nécessité, mais ce n'est pas simple. Je me souviens des discussions avec David Laplante, entre autres, à ce sujet-là, sur oui, le principe est fort intéressant, mais quand vient le temps de le gérer au quotidien, ce n'est pas simple. C'est pas simple de s'attaquer à cette idée-là. Plus facilement, on veut que les usagers s'adaptent à la durée prévue de notre programme, moduler notre programme en fonction des besoins variables des usagers, c'est vraiment un tour de force. C'est facile conceptuellement, c'est ce qu'on a recommandé il y a une dizaine d'années, mais entre le recommander et le mettre en place, c'est vraiment, il y a un écart très grand. Donc, je suis là comme témoin de personnes courageuses, pleines de dynamisme, qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui ont dit « on va essayer ça, let's go, on s'essaye ». Puis ils ont dit « Joël, tu nous ferais-tu notre petite intro de notre patente? » Mais c'est tout le travail, tout le mérite leur revient. Moi, je suis cheerleader, vous ne trouvez pas? Cheerleader? Imaginez les pompons, là. Alors, bon, alors, pour faire avancer, souris plutôt. OK. Donc, petite présentation, mon petit bout cadre théorique, contexte, ça joue. Oh, je vais partir mon chrono, si ça apprécie. Différents éléments, là, on va se partager la présentation. Donc, quelques éléments. Tout d'abord, est-ce que l'abandon thérapeutique est un échec? Parce que dès que les gens ne terminent pas le programme, souvent on va dire qu'ils ont abandonné. Et il y a une petite connotation négative, ils n'ont pas complété le programme. Deuxième question, d'abord, quelle est la durée optimale des services? Hein? Est-ce que ça existe, une durée optimale des services? Puis là, je l'ai fait surtout dans le contexte des services résidentiels. Puis, qu'est-ce que l'évaluation en continu? C'est quoi ça? Puis, qu'est-ce qu'elle apporte au traitement dans ce contexte spécifique? Allons-y. Le son semble bon, là. Faites signe si oui, c'est correct. En arrière aussi, ça va bien. Jimmy, tu m'entends? Là? Je vais être sûr que tu ne t'endormes pas. C'est parfait, merci. Alors, bon, qu'est-ce que c'est un abandon de la thérapie, un abandon thérapeutique? Il n'y a pas de définition uniforme. Je relisais des recensions de littérature sur 40 ans d'études sur le sujet. On n'est pas arrivé à trouver une définition de c'est quoi un abandon. Donc, c'est super variable. Parfois, c'est défini selon le jugement du clinicien qui dit ou de la clinicienne qui dit il a complété ou non les cibles qu'il devait atteindre. Dans d'autres, c'est bien quand il a complété tant de rencontres, le traitement est complété ou s'il abandonne avant, c'est un abandon. C'est selon parfois le nombre de rencontres. Donc, il n'y a pas de définition, même si on en voudrait, il n'y en a pas de bonne définition qui est proposée. On sait généralement qu'un peu plus de traitement est généralement reconnu comme associé à un accroissement de l'efficacité, même si encore ce n'est pas toujours vrai, mais c'est quand même une tendance intéressante dans les données, c'est quand même fiable. Mais on se rappelle que des gens qui ont reçu pas beaucoup de services s'améliorent aussi. Donc, il n'y a pas une grande vérité pure, simple et unique à ce sujet-là. Donc, on ne peut pas dire les gens qui ont quitté rapidement à tout prix, c'est un échec, ça n'a pas marché. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancé que ça. Bon, j'ai tenté de séparer l'information. Là, au sujet des services internes court terme, donc on dit court terme en bas de 60 jours, là, disons, là, même si à nouveau, il n'y a pas de définition. Les études documentent qu'en gros, là, si les gens font au moins 15 jours, là, on commence à avoir des résultats intéressants, il commence à avoir des progrès chez les gens. Toutefois, on note que les suivis externes à la suite du traitement interne semblent être
tout aussi important que la durée du séjour à l'interne. Fait que, si on se limite juste au séjour à l'interne, il a fait au moins 15 jours, on dit OK, il y a des chances qu'il ait acquis quelque chose, mais ce qui compte tout autant, c'est est-ce que tout de suite après, il y a quelque chose qui continue? Puis là, ça pose la grande question de l'interrelation entre les RHD, les ressources d'hébergement en dépendance, et les autres services qui sont souvent publics, qui sont souvent mal arrimés. Hein. Il n'y a pas une continuité. On ne prend pas pour présupposer qu'il a commencé dans une ressource d'hébergement, donc comme centre public, je devrais tout de suite prendre la relève en externe parce que ce serait ça une bonne pratique. C'est ce que la recherche nous dit. Il n'y a pas de durée maximale au-delà de laquelle il n'y a plus de bénéfices. Pour les internes long terme, on sait que plus le profil est sévère, plus le long terme est bénéfique et plus bénéfique qu'un interne court terme. Fait que nos très sévères d'avoir des services internes à plus long terme, donc 60 jours et plus probablement. Les études, toutes les grandes études, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, les études d'Atos aux États-Unis, comme les Américains savent assez bien le faire avec des immenses échantillons, ont observé qu'un 90 jours et plus était comme un seuil. Si les gens font leurs premiers 3 mois, là, on dit OK, il y a des acquis qui se sont probablement placés. On parle pour des gens qui avaient un profil très lourd. Mais au-delà de 6 mois, on semble d'une étude à l'autre pu observer de progrès chez les personnes. Il y a une limite là, à ce genre de service. Et voilà. Mais il y a toujours des exceptions. C'est toujours des moyennes. Faut toujours, comme tantôt j'ai dit, il y a encore du monde qui s'améliore 28 jours plus tard ou même un peu plus dans les services internes court terme. Puis dans les services internes long terme, il y a toujours quelqu'un qui, quelque part, à 6 mois, continue de s'améliorer. On parle toujours de moyenne. Ne jamais oublier ça dans les résultats d'études. Bon, il y a un certain essoufflement, je viens de le mentionner. Et on s'aperçoit qu'après 6 mois, là, puis ça peut être même après 3 mois, un volet externe intensif, quand c'est possible, hein, il y a la géographie, il y a toutes sortes de raisons qui font que ça ne marche pas, est tout aussi efficace. Puis les plus jeunes, probablement aussi plus désorganisés, plus de difficultés, profitent plus d'un suivi un peu plus longtemps, un peu plus long terme. Bon, évidemment, à nouveau, dans ces études-là, on s'observe que quand il y a eu un appariement rapide vers des services externes, suite à notre séjour, au séjour en hébergement, quand il y a eu un match rapide vers des suivis externes qui a une continuité, on a de bien meilleurs résultats. Donc, le traitement interne, c'est un élément dans un parcours de service, même dans un épisode de service, ça ne peut pas être considéré comme la seule intervention. Puis les durées, bon, il y a des minimums intéressants, mais il y a quand même beaucoup de variabilité quant à la durée. Je veux juste ici rappeler dans cette diapositive-là qu'on joue dans les ligues majeures. Je veux juste rappeler que les gens qui se retrouvent dans nos services résidentiels là, carburent à des difficultés lourdes. L'Organisation mondiale de la santé a voulu définir le poids de l'handicap de chaque trouble de santé psychologique, physique, en leur donnant une cote de 0 à 1. 0, c'est comme avoir une petite toux comme j'ai ce matin, très légère, qui n'empêche rien de faire. Tu sais, tu as un petit quelque chose, mais ça nuit à rien. L'handicap le plus sévère, c'est quelque chose comme l'Ebola, c'est-à-dire que si tu as cette maladie-là, ta probabilité de décès est de 80% dans un délai d'1 mois à peu près, là, ou même moins. Là. Donc, 1, c'est l'handicap le plus sévère possible. Donc, toutes les maladies ont été cotées par des analyses fort intéressantes là, de population dans de très, très nombreux pays du monde entier pour une cote de 0 à 1. Fait que sans que je repasse toutes les cotes du tableau, mais on voit rapidement que, par exemple, si on prend les troubles de jeux d'hasard et d'argent sévères, donc un CPGI là, à 5+, il y a une cote de 0,44, un TUS à l'alcool sévère, une cote de 0,55. La dépendance aux opioïdes, une bonne dépendance aux opioïdes là, qui nécessite un traitement par agoniste opioïde, a une cote de 0,64, ce qui est équivalent ou même supérieur à un cancer métastatique. Là. Moi, je suis tanné qu'on prenne à la légère les troubles de dépendance. Là. Tu sais, quand pendant la pandémie, on a cru qu'on pouvait fermer comme ça nos centres de réadaptation en dépendance dans certains endroits ou beaucoup couper dans les services. Ce n'est pas les cadres responsables de ces services-là qui ont décidé ça. Puis il n'y a personne de mal intentionné, mais c'est prendre ce genre de décision-là, c'est comme dire je ferme un département de cancérologie, je ferme la cardio. C'est aussi sévère parce que ces maladies-là, ces troubles-là, sont aussi sévères que ces grandes maladies-là.
On se rappelle que notre budget en toxico est 0,7 % du budget total en santé et services sociaux, là. Alors que le cardio, c'est un budget beaucoup plus important. Puis c'est correct, je ne veux pas qu'on enlève à la cardio, ce n'est pas ça le point. Mais juste cet écart-là de budget, cette idée-là qu'on peut fermer les services nous fait penser qu'on trouve ça moins grave comme problème. Les gens vont s'arranger. Mais est-ce qu'on laisserait quelqu'un s'arranger avec son cancer tout seul? On serait aux barricades tout le monde. Donc, je veux juste rappeler ça quand on réfléchit sur... donc, on joue dans les ligues majeures. Quand on réfléchit aux gens que l'on a dans des services résidentiels, comme vous en avez plusieurs, on a des gens qui sont de ce niveau-là de sévérité. Et quand on pense à la durée des services, il ne faut pas réfléchir, comme parfois j'ai l'impression qu'on gère des listes d'attente en disant bon, on va donner un petit peu moins de services à tout le monde, ça va nous permettre d'accueillir plus de monde. Mais c'est comme si on disait, bien, regardez, tous nos cancers du sein, là, ils ont de la chimiothérapie, on va juste leur donner un petit 8e de la chimiothérapie qu'ils auraient besoin parce qu'on a du monde en liste d'attente. Donc, quand on réfléchit aux durées de service, il faut réfléchir en fonction de la sévérité des troubles que l'on a devant nous. On rappelle aussi, M. White, qui a fait des études qui a recensé de très nombreuses études sur le rétablissement des personnes en dépendance. Donc, ici, ce que ça veut dire, cette diapo-là, c'est de très nombreuses études sur de très nombreuses décennies. On constate, là, on a ça dans le bas, l'information dans le bas de la diapo, qu'environ 50 % des gens qui se présentent dans nos services, et c'est probablement un peu plus élevé dans les services résidentiels, se présentent avec un problème transitoire. C'est-à-dire que c'est comme une bonne grippe, c'est comme une jambe cassée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sévère, mais ça va passer, ça se traite. C'est quelque chose qui passe dans le temps, ça se soigne puis ça disparaît. Par contre, l'autre moitié des gens, c'est des problèmes qui durent de très nombreuses années, au long cours. Ici, on voit à gauche, par exemple, que ça, c'est les études du SAMHSA qui recensent bon an, mal an plus d'1 million de clients dans leurs services partout aux États-Unis en dépendance. Ils disent que bon an, mal an, ils ont 15 % de leurs gens qui viennent dans les services depuis, ça fait au moins 5 fois qu'ils viennent dans les services. C'est déjà un indicateur incontournable de problèmes au long cours. Puis ça, c'est nos plus sévères. On prend juste les 5 fois et plus. Là. À droite, à droite de la diapo, vous avez les années, l'apparition du trouble versus la première année où il y a une absence de diagnostic. En moyenne, pour le tiers à la moitié des gens, c'est une médiane de 17 années entre l'apparition du trouble et, entre guillemets, sa disparition, là, si on prend le critère le plus massif là, de guérison, entre guillemets. Là. Ou encore, si on prend le temps entre la première fois qu'ils ont consulté et l'arrivée d'une année sans utilisation, c'est un temps médian de 9 années. C'est très important, ces informations-là, parce qu'elles nous aident à réfléchir à la durée des services. Si j'ai des troubles transitoires, je vais réfléchir à des services comme je donnerais un antibiotique pour une otite, mettons. J'ai un trouble, je le traite, il disparaît. Si j'ai une durée, j'ai une fin, j'ai un protocole, j'ai une fin, puis j'ai une guérison pour 80 % du monde, mettons. Par contre, si j'ai un trouble qui dure toutes ces années-là, comme il n'y a plus personne qui conteste ces chiffres-là, on sait que facilement 50 % des gens ont des troubles à très long cours. Réfléchir à la durée des épisodes de soins, c'est réfléchir à une portion d'intervention dans un long parcours d'une personne. Fait on ne se posera plus la question, est-ce qu'il est guéri? Il a fait son 28 jours, comment ça qu'il y a encore des troubles? Ben non, on le savait d'avance qu'après 28 jours, il y aurait encore des troubles. On le sait, la science nous le dit. C'est la nature du trouble. Donc, on va chercher à monitorer l'évolution de la personne en fonction d'objectifs spécifiques qui vont être une étape dans son parcours. Que va-t-il faire dans ce 28 jours actuel? Quelle étape va-t-il ou va-t-elle franchir? C'est ça qui va nous intéresser. Puis à la fin, on va être content s'il a fait cette étape-là. On sait qu'il y en a pour des années. On ne veut pas lui dire tu en as pour des années à tout prix. Si jamais il guérit subitement, on va être content, mais les faits sont que la majorité des personnes, particulièrement quand ils arrivent dans des services résidentiels, sont là pour longtemps. Donc, ça va pour la souris? Est-ce que ça va?
On va vivre l'acceptation. OK, merci, c'est gentil. Donc, j'ai vu tout ça. Bon, bref, j'ai pas mal dit tout ça. Un mot sur l'évaluation en continu et la durée des traitements. Qu'est-ce que c'est ça, l'évaluation en continu? Depuis, on arrive à 20 ans de recherche, on étant pas moi, là. C'est comme quand on parle du ménage, je dis on, c'est pas moi. Tu sais. Alors, on arrive à au moins 2 décennies de recherche sur l'évaluation en continu. Donc, c'est au lieu de l'évaluation juste d'accueil, qui est encore très bonne, ce n'est pas ça le point, mais on a développé une pratique en recherche et en clinique où à chaque session ou une fois par semaine, si on est dans un traitement plus intensif, si on voit la personne une rencontre par semaine, on évalue où elle en est rendue. Ce sont des petits questionnaires, très brefs. Ça prend quelques minutes, là, en bas de 8-7 minutes là, au début de la rencontre. Si c'est en externe, ils remplissent ça dans la salle d'attente. Moi, je fais ça. Si c'est à l'interne, c'est lors d'une rencontre avec les gens. Puis nos collègues ici vont nous expliquer comment ils procèdent. Où on monitore les quelques éléments clés, cruciaux pour l'évolution de la personne. Ça nous permet de voir sur ces indicateurs-là clés, est-ce que la personne progresse là, tranquillement vers ses objectifs? Et ça nous permet ça a été créé au départ pour identifier les gens qui se détérioraient. On sait que dans tous nos traitements, on a de 7 à 15 des gens, dans tous nos traitements, même si on se trouve bon, là, on a 7 à 15 des gens qui se détériorent. Ça ne veut pas dire que c'est notre faute s'ils se détériorent, mais la vie est pesante, il y a plein de facteurs dans leur vie, puis ce n'est pas parce qu'ils rentrent en traitement qu'ils vont nécessairement s'améliorer. Fait qu'on en a qui se détériorent. Est-ce qu'on les identifie? Est-ce qu'on est capable de les repérer? Parfois, les gens disparaissent. Là, on pense que c'est notre traitement qui n'était pas bon, mais non, mais c'est que leur vie s'est mise à mal aller, ils ne nous en ont pas parlé, se sont détériorés et ça ne va pas bien. Fait que la première finalité de ces questionnaires-là, quand ça a été implanté à l'origine, c'était d'identifier les personnes qui vont moins bien malgré leur implication dans le traitement et donc de changer de stratégie, aborder avec elles qu'est-ce qui se passe. La deuxième, c'est que ça nous permettait d'identifier aussi les gens qui étaient insatisfaits du traitement. La plupart des gens ne sont pas psychologisés comme tous nous autres on l'est. Nous autres, on n'est pas normaux. Tous nous autres dans la salle ici, nous ne sommes pas normaux. Nous sommes centrés plus que la moyenne des gens sur qu'est-ce qui se passe, parle-moi-en si ça ne va pas bien, dis-le-moi si quelque chose n'est pas correct. Ce n'est pas la moyenne des gens qui font ça. On l'oublie, on pense que tout le monde fait ça, mais on l'oublie. Moi, je m'en aperçois quand je tombe dans ma famille ou dans d'autres milieux. Je me souviens d'avoir dit encore cette année à quelqu'un de proche qui se fâchait parce que je ne sais pas ce que j'avais dit. Ce n'était pas intentionnel, mais ça arrive qu'on dit des choses puis ça choque les autres sans qu'on le veuille. Puis là, à ce choc, là, je lui pose la question, mais mon Dieu, qu'est-ce qui t'a choqué là-dedans? Mais là, ça l'a choqué 2 fois plus. Je n'ai pas scoré. Je faisais, mais elle dit, là, tu n'es pas mon psy. Mais non, je ne veux pas faire le psy, je veux juste qu'on règle notre différend, je veux comprendre. Mais ce n'est pas tout le monde. Bon, alors c'est comme ça. Il faut s'habituer. Mais les gens ne nous le disent pas, donc ces petites évaluations nous aident à détecter les insatisfactions des gens au fur et à mesure, puis au lieu de quitter, ils peuvent nous en parler. Et ça nous permet donc de moduler nos activités. C'est donc, puis ça termine ma petite section, c'est donc ce dont vont nous parler nos collègues, Marc-Claude et France, au sujet de comment elles ont instauré une pratique d'évaluation en continu dans un milieu interne, résidentiel, en vue de monitorer des éléments clés pour justement faire un effort de moduler leur intervention en fonction de l'évolution de la personne. Je leur cède la parole. Oui, un petit 10 minutes. Parfait, merci. Donc, moi, là, si vous n'êtes pas convaincu de l'importance de la durée de traitement, ce n'est pas moi, là, comme gestionnaire, qui va vous convaincre. Je pense que c'est déjà réglé ce bout-là. Mais comme gestionnaire, quand j'étais ici en 2018 et que j'ai entendu les mêmes propos par rapport à la durée de traitement et ensuite Marie-Claude aussi l'avait entendu, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire. Et là, David n'est pas le seul gestionnaire qui dit comment on peut intégrer ça dans nos centres, de dire, on ne le saura pas d'avance combien de temps la personne va être avec nous. Est-ce que ça va être 4 semaines? Est-ce que ça va être 13 semaines comme on fait depuis 25 ans?
Est-ce que ça va être 35 semaines? Donc, est-ce qu'on gère des listes d'attente? Comment on gère nos admissions? Comment on gère les caseloads des intervenants? Ça, c'était moins évident à réfléchir. Donc, c'est super la théorie, on est bien content, mais on va déplier ça comment dans notre organisation? Et dans notre grande naïveté, on s'est dit, ben, il n'y a pas de problème, on va écrire un nouveau programme en fonction des besoins des gens, on va aller présenter ça à notre CIUS, on va obtenir tout ce qu'il faut comme permis, puis dans 6 mois, ça va être réglé. Ah non, pas tout à fait. On a eu une petite pandémie à travers. Et donc, encore aujourd'hui, on a eu quelques trajectoires complètes, mais on est encore beaucoup plus à l'étape de pilote plutôt que de dire maintenant, chez nous, on traite en traitement à durée modulable. Là. Je ne ferai pas de promesses, là, ce n'est pas le cas. Par contre, quand on a commencé à regarder la création du programme, on avait quand même des éléments théoriques qui étaient très clairs dans notre tête. Là. Donc, Claude a fait toute une recension d'études puis de recherches pour déterminer qu'est-ce qu'il allait falloir présenter à ces gens-là. Donc, tu ne les gardes pas 35 semaines dans ta ressource sans avoir inventé des nouveaux thèmes, des liens à faire avec la suite, avec la sortie, comment préparer la sortie. Là, c'est plus 4 semaines de préparation de sortie, ça se peut que ça en soit 8, 9, 10, dépendant de l'évaluation des besoins continus. Alors, ce qu'on avait observé, c'était que le traitement pouvait être insuffisant pour une partie de notre clientèle. Il y a Dina Pelletier aussi en 2018 de l'Université de Sherbrooke, justement, qui disait à quel point l'issue la plus fréquente des traitements à longue durée était la rechute. Donc, ça, c'est pas super rassurant. Wagner, Bertrand, Florence, en 2020, nous parlait de temporalité, puis que ça jouait sur l'intégration de la personne dans la communauté. Donc là, on dit OK, donc il faut choisir le bon moment, il faut bien attacher les services avec la personne. Que la thérapie est essentielle pour permettre la transition dans la communauté. OK, bon, ça, on pense qu'on est capable d'aller faire ça. Puis il y a aussi Rouleau en 2020 qui nous disait qu'un des principaux facteurs de protection sur lequel travailler, c'est la pauvreté. Fait que là, on disait, OK, ça nous prend quelque chose en lien avec l'employabilité, le retour aux études, donc attaché sur des projets de vie, bien plus que ce qu'on fait en 4 semaines normalement en thérapie. Donc, là, c'est beau toute la théorie, mais dans la pratique, ça faisait vraiment un petit ouf, comment on va s'y prendre. Donc là, l'écriture du programme, c'est faite. Marc-Claude a tout écrit ça, puis elle va tout vous présenter ça tantôt, puis c'est ce qui est écrit, puis ce qui s'en va finalement pour se faire approuver, pour avoir le droit de commencer à faire ça. Mais une ressource d'hébergement en dépendance, ça ne peut pas faire côtoyer ces clientèles-là, donc des services internes et externes, dans le même réseau, dans la même organisation, tout ça. Donc là, ça vient chambouler nos affaires, du suivi externe. Faut-tu que j'achète un autre building? Faut-tu que je loue des locaux? Faut-tu que j'engage une équipe clinique externe, donc une supervision clinique aussi? Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas rajouter du personnel puis tout le temps mettre ça dans le même cours. Donc, ça implique de l'argent et ça implique une nouvelle certification en réinsertion sociale. Donc, ce n'est pas un petit mandat, c'est une belle job de gestionnaire, mais c'est le genre de défi qu'on aime. Fait qu'on est là-dessus à temps pas mal dans les prochains mois parce qu'enfin, on a appris à vivre avec. Fait qu'on, même si maintenant, on est encore en ressources d'hébergement, on a pu reprendre un petit peu notre capacité d'accueil et donc, tranquillement, on reprend des chantiers qu'on avait un petit peu mis de côté. Fait que ceux qui ne savent pas c'est quoi la Maison Eureka, juste pour terminer, ben c'est le pavillon de la Suétude qui, en 2016, suite à un vote à l'unanimité de ses membres, a décidé de changer de nom. Parce que, pour plein de raisons, mais entre autres parce que les gens venaient au pavillon de la solitude ou venaient au pavillon de la dépendance, ceux qui savaient qu'est-ce qu'était la Suétude. Donc, ça portait préjudice aux résidents, ça portait préjudice aux équipes. Donc, dans un long processus de consultation, maintenant, on s'appelle la Maison Eureka. Donc, je vais laisser Marie-Claude maintenant vous parler de c'est quoi FOM, ce fameux programme à durée modulable. Merci.
Donc, oui, bonjour. Moi, je vais vous présenter un peu de quelle façon ça pourrait s'intégrer quand on va arriver au bout de toutes les démarches que France a énumérées. Il faut savoir pour commencer que chez nous, on offre en ce moment le programme long qui est de 13 semaines. Donc, c'est à ça qu'on voulait ajouter des morceaux qu'on pouvait ajouter ou enlever pour suivre autour du programme qu'on a déjà. Donc, vous voyez, avant le programme de 13 semaines, on a le programme court. C'est une idée super originale pour nommer ce programme-là. Donc, 4 semaines qui peut se faire tout seul. On commence le traitement là et on le termine là. Ou, suivant les besoins de la personne et le résultat de l'évaluation continue, on enchaîne avec le 13 semaines qui est ouvert. Donc, il n'y a pas d'étape préalable. Si la personne elle commence à la semaine 5, c'est parfait. Elle peut continuer dans le traitement comme ça. Ensuite, selon l'évaluation, selon la personne, on peut progresser vers le programme de consolidation qui va se faire de 4 à 12 semaines. Donc, c'est 3 blocs d'1 mois que la personne va pouvoir choisir de faire, aussi avec le résultat de l'évaluation continue. Et finalement, on a le programme post-cure parce que non, on ne fera pas nécessairement de suivi à l'externe pour plein de bonnes raisons que je vais vous présenter plus tard, mais on pourra faire des relances téléphoniques pour garder l'alliance thérapeutique avec les gens. Donc, avec cette forme-là, si la personne adhère à toutes les options qu'on lui offre, on pourrait être dans la vie de la personne pour aussi longtemps que 9 mois, de 35 semaines, ou aussi court que 4 semaines. Donc, selon ses besoins. Je vais vous présenter dans les prochaines diapos les grandes lignes de chacun de ces programmes-là. On ne fera pas un tour exhaustif, mais je vais vous en parler un peu. Donc, le programme court, l'objectif poursuivi cherche à constituer une matrice qui brosse les portraits des comportements associés aux habitudes de consommation par opposition aux comportements favorisant l'abstinence. Et ce qu'on aime beaucoup de cette approche-là, qui est la théorie cognitivo-comportementale de troisième vague. Je sais que troisième vague, ça fait peur, mais ça s'appelait de même avant aussi. Donc, c'est juste que c'est la plus actuelle des vagues de théorie cognitivo-comportementale et surtout, elle est très complémentaire et très polyvalente. Donc, pendant les 4 premières semaines, elle va vraiment être attitrée à traiter la dépendance. Donc, quel comportement cherche à faire taire, quelle souffrance par opposition à qu'est-ce qui est important pour elle et quel comportement l'amène à aller vers ce qui est important pour elle. Donc, pendant 4 semaines, on investit avec elle, elle part avec son outil qu'elle connaît pas mal bien au bout de 4 semaines. Et non seulement ça, mais elle peut aussi l'appliquer à d'autres sphères de sa vie qui sont problématiques pour elle ensuite. Comme par exemple, si elle avait des enjeux dans sa relation amoureuse, elle pourrait dire quelles actions dans ma relation amoureuse m'amènent à fuir quelles souffrances, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça rend la personne plus autonome. Le programme long, c'est le programme qu'on a déjà en ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, puis c'est des thématiques qui roulent sur un programme ouvert. Donc, par exemple, il pourrait arriver à la semaine 5, qui est la semaine de la famille, et faire les ateliers un après l'autre, et finir à la semaine 4, qui est la semaine de motivation et changement. Puis, il va y avoir au travers de ça d'autres thématiques comme l'estime de soi, la confiance. C'est le programme qu'on avait déjà. À la suite de ça, si la personne le souhaite et que l'évaluation continue confirme qu'elle en a besoin, on pourra s'orienter vers le programme de consolidation. Puis là, comme d'habitude, avec les bonnes pratiques, tout ce qui se discute depuis le début, on veut placer la personne au cœur de son traitement, mais encore plus avec ce programme-là parce qu'on veut orienter la personne sur son projet de vie. Puis là, le projet de vie qu'on propose, parfois, ça peut être, tu vas aller travailler, tu vas payer tes comptes, tu vas garder un milieu de vie propre, tu vas aller au meeting AA, tu vas te coucher tôt, demain tu vas aller travailler, vous voyez le projet, là? Pas super enlevant, pas tout le temps super intéressant. Fait que ce qu'on veut, c'est que la personne adhère à son relèvement et que son projet de vie lui ressemble. C'est super important. Fait qu'on va parler avec elle de c'est quoi son projet de vie, puis on va libérer du temps pour ses démarches. On va enlever des activités thérapeutiques qu'il y avait durant la journée pour lui permettre d'aller vers des ressources, puis elle va le faire en collaboration avec son intervenant, avec un plan d'intervention individualisé, puis on va ajouter des cartes à son jeu parce qu'on ne veut pas être la seule carte du jeu de la personne, on veut qu'elle ait plusieurs options. Fait qu'on va faire du hand-to-hand avec elle. On va faire des appels avec elle dans le bureau vers l'autre ressource. On va aller en voiture se présenter. On va aller à la rencontre des autres ressources pour être certaine que quand elle quitte, elle est déjà attachée ailleurs. Un peu comme je le disais tantôt, c'est important d'avoir du suivi externe qu'on prépare pendant le traitement pour qu'après, elle puisse en bénéficier. Et on a la portion donnée au suivant qui est super importante, autant pour la personne qui vit la consolidation que pour les personnes qui sont en traitement en ce moment. Parce que quand on arrive en traitement, fort probable que la personne qui arrive, elle vit de l'impuissance acquise. Elle se dit que peu importe ce qu'elle va essayer, ça ne marchera pas, elle peut être découragée, elle manque d'espoir. Fait que de voir le doyen que ça fait 6-7 mois qu'il est là, puis qui est en avant, puis qui dit hey, moi, là, je suis allée aujourd'hui au Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait telle démarche, j'ai donné telle affaire.
Puis même s'ils rencontrent des difficultés, ça veut quand même dire que ça se peut. Fait que cultiver l'espoir pour les gens qui sont là en traitement, c'est super important. Plus la personne qui est là en avant et qui parle de ce qu'elle a accompli, c'est super valorisant pour elle aussi. Donc, la portion donnée au suivant, pour nous, super important. Tantôt, je pense que c'est Joël ou France qui parlait de ça, que la pauvreté, c'est un facteur concomitant à la majorité des problématiques. Vous le savez sûrement. Donc, nous, on voulait avoir 2 profils de consolidation qui travaillaient à cet aspect-là. Le premier que vous voyez, c'est le profil emploi. Donc, les objectifs qu'on pourrait travailler avec la personne, par exemple, ça pourrait être récupérer un emploi, changer de domaine, trouver des intérêts, apprendre à faire un CV, peu importe, ce serait le genre de choses qu'on travaillerait avec la personne. Mais on ne le ferait pas nécessairement chez nous. Parce que l'idée, comme on disait tantôt, c'était d'attacher à d'autres ressources. Fait que si son besoin, elle, c'est d'avoir un CV mis à jour, on va l'appairer avec le Carrefour Jeunesse Emploi, puis on va l'amener là, puis elle va faire son CV avec eux. Puis elle va revenir chez nous avec son CV. Puis on va faire la transition comme ça. La même chose pour le profil scolaire. Donc, on va pairer la personne avec les bonnes ressources pour pouvoir l'intégrer avec son projet de vie. Le troisième profil, c'est le profil social qui est vraiment un incontournable parce que il arrive quand même souvent que la personne vient en traitement puis elle a laissé son appartement, elle n'a pas fait nécessairement le ménage, ça a l'air les bouteilles vides, il peut y avoir des choses qui sont là qui ne seraient pas nécessairement favorables à son retour chez elle. Fait qu'on va penser à préparer son milieu, trouver des gens, des bénévoles pour aller l'aider à faire un ménage chez elle, ça en a besoin. Avoir un réseau social, connaître les ressources communautaires autour de chez elle, préparer le retour de ses enfants. Tout cet aspect social-là est super important à préparer aussi avant la sortie. Donc, la personne doit adhérer à un de ces profils-là pendant la consolidation et elle y adhère pendant 1 mois. La raison pourquoi on a des blocs, c'est que vu qu'on fait un traitement de groupe, il faut quand même avoir un terme sur lequel on évalue. Donc, pour ce profil-là, c'est 1 mois par profil. Elle peut faire 3 profils maximum, puis elle peut faire plusieurs fois le même si elle le souhaite. Fait que pour prendre exemple, elle pourrait faire 2 fois le profil social. Maintenant, son chez soi est prête, elle se sent solide, puis là, elle veut faire un profil emploi pour maximiser ses chances de retour à l'emploi. Ça pourrait se passer comme ça. Le dernier programme, c'est le programme Postcure qui, lui, se ferait sous forme de relance téléphonique. Ce n'est pas un suivi, puis ce n'est pas juste une question de ressources, c'est aussi parce qu'on veut continuer d'investir et être cohérent et de dire tu as besoin de d'autres cartes dans ton jeu que juste les nôtres. Mais par contre, je vais te rappeler dans 2 semaines, je vais prendre de tes nouvelles, voir comment ça va. Fait que le fait que ton intervenant avec qui tu as fait 6 mois de thérapie, peut-être te rappelle dans 2 semaines pour voir comment ça va, ça peut être super motivant pour être capable de répondre au téléphone, d'avoir quelque chose à dire, ou ça peut être la bouée que tu attendais. Fait que dans cette optique-là, on trouvait ça super important. Puis les personnes sont aussi les bienvenues le jeudi soir pour le gala des finissants. Donc, il y a toujours le port d'attache pour préserver l'alliance thérapeutique qui est possible. Je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler un parcours dans tout ça. C'est sûr que là, je ne vous ferai pas tous les scénarios, ce serait beaucoup trop long, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça pourrait donner. Donc, quelqu'un qui prendrait le traitement entier commencerait par le traitement de 4 semaines. L'évaluation continue et la personne nous dit que ce serait une bonne idée qu'elle fasse les 13 semaines. Elle continue. Elle choisit d'adhérer à la consolidation et elle dit « Moi, j'aimerais investir mon profil emploi ». Et elle le fait pendant 3 mois jusqu'à ce qu'elle obtienne son emploi, puis même à ce qu'elle commence à travailler, puis elle peut adhérer à ça. Puis là, elle dit « Moi, j'aimerais ça que tu me rappelles dans 2-3 semaines, là, juste pour être sûre que je suis correcte ». Fait qu'elle adhère aussi au programme Postcure. Dans un autre cas de figure, on pourrait avoir quelqu'un qui fait le 13 semaines, à qui on va aussi proposer le programme Postcure, par exemple, puis c'est tout ce qu'elle va avoir pris. Fait que c'est 2 exemples de parcours qu'il pourrait avoir. Le cadre de réflexion autour de l'évaluation continue qu'on a faite en concertation avec Joël, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait avoir quelque chose de concret pour déterminer si la personne doit ou pas continuer dans le programme. Puis on voulait que ce soit un petit peu plus élaboré de « elle en a un peu besoin, un peu beaucoup besoin, beaucoup besoin ». Fait qu'on voulait se baser sur des critères qui sont validés et fiables. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de regarder les critères d'orientation des services de la SAM, qui sont le résultat de l'évaluation NIDEP, qui est le niveau d'intoxication évalué par des intervenants psychosociaux. Mais on ne voulait pas la prendre entièrement parce qu'on ne veut pas évaluer le degré de sevrage, mais on veut vraiment évaluer l'orientation des services. Fait qu'est-ce qu'elle a besoin de services à l'interne ou maintenant elle a besoin de services à l'externe? Il faut que je parle moins vite. Excuse-moi. D'accord. Donc, de ça, on a pris des indicateurs. On en a relevé 3. Donc, les 3 premiers que vous voyez là, c'est le degré de détresse psychologique de la personne, la motivation à maintenir
son abstinence en dehors des situations d'hébergement, la qualité de soutien dont elle bénéficie dans différentes sphères stratégiques. À ça, on a voulu aussi ajouter 3 autres critères qui dépendent davantage de la perception de la personne elle-même et notamment la perception de ses cravings, de ses envies de consommer. On trouvait ça important de les évaluer. Ensuite, on voulait évaluer sa confiance en ses compétences à maintenir son abstinence et son indice de bien-être. Pour nous, c'était les 6 indicateurs qu'il fallait suivre. Chez Eureka, on avait vraiment besoin de s'assurer que les évaluations seraient courtes et que les intervenants allaient y adhérer. On sait en maison d'évaluation, on a déjà énormément d'évaluations à faire et on ne voulait pas rajouter un fardeau administratif de plus. Donc, on a tenu à garder ça le plus court possible et on voulait aussi que ça ait un sens clinique pour que la personne hébergée adhère à l'évaluation continue et que ça lui soit profitable à elle aussi. Donc, on l'a fait de cette façon-là. Je vous montre au moment sur la ligne du temps qu'est-ce que ça donne à peu près. Donc, on prend une première mesure au début du programme court et ensuite, on va évaluer avant chaque nouveau bloc pour voir qu'est-ce que ça nous dit l'évaluation. Est-ce qu'elle a besoin de poursuivre ses services? On va aussi faire une évaluation à chaque rencontre qui est 4 questions, 4 indicateurs très rapides pour continuer à mesurer en continu. Ça, ce sont les questions qui sont dans l'évaluation. C'est les items, les indicateurs dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne lirai pas les questions entièrement parce qu'on va manquer de temps. Mais c'est comme 4 questions vraiment qu'on va évaluer. Puis, on a fait un projet pilote pour voir est-ce que finalement c'est valable, c'est quoi la perception de l'intervenant puis de la personne hébergée. Mais ce que ça nous dit, c'est que l'évaluation a pris plus de temps qu'on pensait parce que ça a donné des opportunités d'intervention super intéressantes. L'intervenant et la personne hébergée se sont mis à discuter en entretien motivationnel au sujet des indicateurs qu'ils mesuraient. Fait que ça fait vraiment un beau résultat. Puis je vous donne un peu ce que ça donne. Moi, j'ai voulu le représenter de façon visuelle pour qu'on ait ça en premier sur le dossier puis que ça nous donne une perception tout de suite quand on l'a. Donc, par exemple, ma voix tremble. Donc, par exemple, la personne nous dit qu'elle a des envies de consommer à 8 sur 10 quand elle arrive en traitement. On l'indique là et on le mesure à chaque rencontre, puis on voit une tendance que ça baisse, puis là, oups, ça a remonté. On est capable de voir la tendance, puis on a une lecture, puis on se dit, bien, voyons, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de différent? Puis là, on va placer nos autres indicateurs de la même façon. Fait que là, on pourrait voir, par exemple, que cette personne-là, son indice de bien-être tend à augmenter avec le temps. Fait que ça nous donne une lecture très facile de notre indicateur. Ça, c'est le questionnaire pour les évaluations par étapes. L'évaluation par étape est un peu plus longue, mais elle nous donne vraiment un indicateur super intéressant qui est l'indice de détresse psychologique. On a aussi 4 autres questions qui sont les ressources que la personne dispose. Parce que si elle est prête à sortir en externe, c'est parce qu'elle a les ressources autour d'elle qui lui permettent de le faire. Donc, ça, ce sont les 4 questions qu'on vérifie. Les indicateurs, que vous pouvez voir aussi dans le même genre de tableau. Donc, on a 2 tableaux. C'est vraiment juste 2 tableaux où on reporte nos réponses. Et ce que ça a donné comme feedback de la part de l'intervenant, c'est que ça a permis de mettre en lumière ce qui s'est passé dans le dernier mois. Parce que c'est rare qu'on fait une rétrospective de dire, bien, si je regarde ça a posteriori, mon dernier mois, comment il s'est passé, puis où je me trouve, puis c'est comme, là, je prends une photo du moment, puis je regarde où j'en suis. Ça aussi, ça avait fait un bon feedback de la part de l'intervenant puis de la personne hébergée. Puis je vous montre rapidement là, de quoi ça peut avoir l'air quand on met les résultats sur le tableau. Fait que ça fait le tour pour moi de la présentation du traitement. Période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pendant que vous pensez à vos questions, juste une remarque, quand tantôt on disait, puis j'arrive à toi, Sophie, on disait le résultat le plus probable d'un traitement interne, c'est la rechute. On voit que c'est une mauvaise façon de penser. Je comprends bien cette réflexion-là, mais c'est normal qu'il y ait des rechutes. Si le parcours de la personne est au long cours, on s'attend qu'après un épisode de traitement, il y a encore des épisodes de consommation. On espère qu'ils vont être moins sévères, moins longs, que la personne va avoir plus de ressources pour y faire face. Sophie, est-ce qu'il y a un micro pour les… oui, excuse-moi, au micro, oui. Tu iras au micro, Sophie, aussi pour ta question. Non, mais attends, il y a quelqu'un au micro, puis c'est toi tout de suite après.
OK. Sophie commence en parlant très fort. Sophie commence en parlant très fort, puis le micro va se placer en attendant. Je vais la répéter. Donc, la question pour les gens à distance, là, quel était l'objectif des gens qui participent au programme? Ça, c'est Marie-Claude qui va pouvoir répondre. C'est sûr qu'en traitement à l'interne, les gens, on leur demande de ne pas consommer à l'interne. Question aussi de protéger les autres participants. On ne devrait pas avoir de la substance qui se promène à l'interne. Après ça, un coup qu'ils sont sortis, effectivement, ils pourraient décider de réduire la consommation. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en hébergement, oui, c'est l'abstinence. Oui, puis il y a une question au micro. Ça se déroule à l'interne, effectivement, tout ce temps-là. Ben oui, le post-cure, c'est des relances téléphoniques, effectivement. Mais c'est les 4 à 6 dernières semaines sont en relance téléphonique. Oui, une autre question. Oui. En fait, moi, la question que j'avais, super programme en partant, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais je me posais la question sur le programme court. Étant donné qu'il existe déjà des thérapies à court terme, qu'est-ce qui a motivé la mise en place dans votre réflexion du programme court? Bien, c'est qu'on va pouvoir évaluer en continu les besoins de la personne. Ça lui donne l'opportunité de poursuivre ou pas, au lieu de recommencer peut-être ailleurs. Fait que, si elle n'est pas certaine, si tu as un mois, je veux-tu faire plus, bien, chez nous, elle pourra, en évaluation continue, déterminer si ses besoins sont de plus longue durée ou pas. OK, merci. Moi, j'imagine que vous prenez des gens qu'on pense d'avance qu'ils devraient avoir besoin de plus long, mais il y a une possibilité de faire plus court. Il y a des gens à distance qui demandent est-ce qu'on pourrait avoir copie de votre formulaire? Je ne sais pas si oui. Donc, ou une copie de la présentation, puis peut-être une copie du formulaire, mais en écrivant un courriel à Marie-Claude ou à France, je pense que vous allez pouvoir l'avoir. Tout à fait. Oui, au micro. Donc, c'est une question qui peut être en complément à la question que Cynthia posée au micro sur parfois on s'aperçoit que le besoin d'un séjour plus long, on s'en aperçoit quand on est revenu à la maison. Donc, après 4 semaines, on s'aperçoit qu'on aurait peut-être eu besoin de rester plus longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la réadmission en traitement? Ben oui, en effet, c'est le genre de questions auxquelles on doit se pencher parce que, comme on dit, on ne l'a pas encore rodé, mais oui, on pourrait penser que faire, par exemple, 1 mois, si le critère d'évaluation dit qu'elle a besoin de traitement pendant 1 mois, c'est tout à fait possible qu'ils reviennent faire juste le 4 semaines, par exemple, comme un rafraîchissement. Là. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était super intéressant. J'aimerais savoir, c'est quoi la place que vous donnez aux familles, aux conjoints, aux conjointes dans le cadre de votre traitement? En fait, on ne travaille pas spécifiquement avec les membres de la famille, mais on favorise les communications puis les démarches. Fait que je vais donner un exemple. Si une personne a des droits de visite avec ses enfants à la DPJ, par exemple, on va lui offrir un local où elle peut le faire dans la ressource si c'est ça dont elle a besoin. On ne fait pas d'intervention proprement dit avec les membres de l'entourage. Okay. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez là, dans les années à venir, de parfois avoir des séances où est-ce que la famille vient directement à vos services ou non? Quand même, ils sont invités 2 fois par semaine dans leur temps libre en ce moment. Mais oui, c'est une bonne piste de réflexion qu'on regarde aussi. C'est sûr qu'en ce moment, on a tout plein de choses sur la table, là, mais oui, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant en effet. Merci beaucoup. Peut-être en complément d'informations. Ah oui, j'ai des questions dans le chat. Est-ce qu'on aura accès au PowerPoint? Ça va? Oui, ça, vous allez le rendre disponible. Puis j'ai en discussion ici, est-ce que les personnes qui reçoivent des services internes dans vos services ont déjà complété leur sevrage avant l'admission ou est-ce que le sevrage fait partie de la durée du séjour? En fait, on ne fait pas de sevrage en maison d'hébergement chez nous. C'est vraiment de la thérapie. Le sevrage doit être fait à l'externe avec des ressources médicales appropriées, infirmières, médecins. Donc, on ne fait pas ça chez nous. Cathy, oui? Oui, bien, je voulais vous féliciter pour la présentation. J'ai vraiment beaucoup aimé l'idée d'y aller avec une durée de traitement modulable. J'avais 2 questions. Au début, ça m'a échappé. Est-ce que c'est des services publics ou c'est privé? Ni un ni l'autre, c'est communautaire. C'est communautaire. Donc, c'est gratuit?
Non, on a quand même des frais, là, mais effectivement, les gens qui bénéficient de l'aide de dernier recours ont une bonne portion du traitement qui est défrayé. En fait, tout le traitement est défrayé. OK, donc ce n'est pas nécessairement attaché avec un CRD. Non, c'est ça. On est en ressources d'hébergement en dépendance au niveau communautaire. C'est vraiment ça. OK. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que vous aviez des critères d'exclusion? Oui, on en a. Notamment être capable de se déplacer parce qu'on n'a pas de mobilité réduite. Il y a certains troubles de santé mentale sévères et persistants qu'on va évaluer puis qu'on pourrait décider de refuser si ce n'est pas la meilleure place pour la personne ou si on évalue que la problématique prédominante, ce serait plutôt la délinquance que la dépendance. Fait qu'il va y avoir une évaluation vraiment cas par cas qui est faite avec la personne, puis ça va être comme ça qu'on va décider. Puis quand les agents de liaison ont des doutes, ils viennent consulter les coordinations pour se faire une idée. Merci. Un mot sur l'évaluation en continu. Si on pousse le raisonnement plus loin, il y a de très beaux essais cliniques qui ont été faits sur l'évaluation en continu, même après que la personne quitte l'intervention. C'est-à-dire qu'on a vu des programmes installer un suivi téléphonique aux 3 mois où on reprend une petite évaluation en continu très brève. Le but est de voir où en est la personne. On sait qu'il y aura de très nombreuses rechutes dans cette étude-là par Mike Dennis, entre autres, et son équipe. Ils ont monitoré que lorsqu'ils rappellent les personnes suite à la fin du traitement, ils retournent chez eux. À 3 mois, ils font un suivi à chaque 3 mois. Là, ils en font 4 par année, suivi téléphonique. À chaque fois, près de 80% des personnes qu'ils appellent ont une rechute importante, auraient besoin d'intervention. C'est la norme. Il ne faut pas conclure « Ah, notre programme n'a pas été bon ». Non, on accompagne des personnes qui ont un problème au long cours et le petit monitorage qu'on fait nous aide à mutuellement voir où t'en es rendu, comment ça va, comment ça se passe la consommation. Ce n'est pas juste pour nous, c'est la personne aussi, comme un diabétique va prendre sa glycémie, là. Il va prendre comment ça va dans l'évolution de ses difficultés de santé. On aide les personnes à apprendre à monitorer où ils en sont rendus, etc., puis à demander de l'aide en fonction. Mais on a instauré dans ce projet-là, pas moi, là, à nouveau, l'équipe de Dennis à Chicago, ont instauré un suivi aux 3 mois. 80% d'entre eux avaient besoin d'aide, mais même si on leur propose de l'aide, à chaque fois, il y en a juste un 30% qui reviennent. Fait qu'on constate avec eux au téléphone, Jacques, ça ne va pas super bien, c'est vrai, tu pourrais venir voir quelqu'un, mais dans les faits, il y en a juste 30% qui viennent vraiment voir quelqu'un à chaque fois. Mais on va peut-être l'attraper au prochain suivi après. Bref, il y a une continuité. Notre monitorage sert à garder le lien et à poursuivre dans une perspective au long cours qui est cohérente avec le trouble. Autre remarque, question, c'est tout à fait possible. Dans le chat, est-ce qu'on pourrait avoir votre adresse courriel afin de recevoir votre PowerPoint sur le site de Eureka? Je pourrais remettre le diaporama. Joël, fais ça vite. C'était où cette affaire-là? Sur le bureau ici, non. Oui, ici. J'ai réussi avant qu'on vienne me sauver, puis je me ramène à la première diapo. Juste ici, que je dois en plus partager. Merci. Donc, vous avez là les... Est-ce qu'il reste des questions? Oui, madame. Bonjour. Je voulais savoir si, parce que là, s'il y a une place à Shawinigan, mais est-ce que vous offrez un service de transport pour des gens de Montréal ou d'ailleurs? En fait, on a 2 points de service. On en a un à Shawinigan et un à Saint-Guillaume. Puis oui, on offre le service de transport pour aller chercher les gens. C'est sûr qu'à la fin du traitement, normalement, on a réussi à arrimer pour qu'ils puissent retourner là où ils souhaitent aller. Mais pour aller chercher les gens, là, oui, on les accompagne. Puis pour les personnes en situation d'itinérance, est-ce que vous acceptez des personnes en situation d'itinérance? Absolument. Et à quoi ressemble votre liste d'attente? On a à peu près 2 à 3 semaines tout le temps. OK.
Bien, ce sera tout. Merci. Parfait. Oui, allez-y. Une autre question. Peut-être qu'il faut aller au micro parce que ça permet aux gens, ou bien dites-la fort, je vais la répéter, là, un des deux. C'est parce que c'est pour les gens à distance qui n'entendent pas. C'est intéressant, 2 à 3 semaines, mais c'est combien de personnes à la fois? En hébergement à la fois, quand ce n'est pas la COVID, on a 44 lits dans chacun de nos points de service. Là, en ce moment, on en a un peu moins pour en garder en cas de symptômes, mais sinon, on a une capacité de 44 à chaque point. D'abord, merci pour la présentation. Je me questionnais au niveau de votre suivi interne versus les relances téléphoniques. Est-ce que vous gardez le même canevas d'évaluation continue ou est-ce qu'il y a des changements dans les questions entre l'interne et l'externe? En fait, l'externe, comme tel, c'est plutôt des relances téléphoniques. Fait que non, on ne fait pas de suivi thérapeutique. C'est vraiment plus comme une relance pour voir comment tu vas. Tu as besoin qu'on oriente vers des services, quelque chose comme ça. Fait qu'il n'y a pas d'évaluation à ce moment-là. Il y a une question ici que je vais aller chercher. Bonjour, présentation très intéressante. Merci, je serais intéressé à en savoir plus sur comment vous déterminez si la problématique de la personne relève davantage de la délinquance ou de la dépendance, considérant qu'elles sont souvent concomitantes. Je pense que c'est le sujet d'une formation. Je ne pourrais pas répondre à ça en quelques mots, malheureusement, mais c'est souvent avec le ARBAC TCQ qu'on reçoit des gens qui sont en détention. Il y a une évaluation et des rapports présententiels qui sont faits qu'on consulte, puis on fait ça vraiment en travail d'équipe. Donc, je ne peux pas résumer en 2 mots là où on tranche exactement, mais on est super conscient qu'il y a une concomitance. D'ailleurs, on accepte des gens avec des conditions légales là, sans problème. En contexte de libération conditionnelle, hein, c'était ça? Il ne veut pas tout afficher? Merci. Bon, je pense qu'il y avait une question sur si on acceptait les hommes en libération conditionnelle. La réponse est oui. Mais ce n'est pas la majeure de nos demandes. La plupart du temps, les gens sont plutôt en engagement ou en promesse à un juge. Bonjour, je me demandais si l'évaluation continue, il y avait des références particulières ou si on pouvait s'en inspirer dans nos cliniques. Est-ce que vous l'avez adapté ou s'il y a un seul formulaire à partager, s'il vous plaît? Merci. Donc, vous faites référence au formulaire comme tel, c'est ça? Bien, on l'a un petit peu inventé, Joël et moi, ensemble. Donc, non, il n'existe pas quelque part, mais c'est pour ça qu'on pourrait transmettre le PowerPoint puis tous les éléments s'y retrouvent, là. C'est ça, il y a à l'intérieur du petit formulaire 2 questionnaires validés, entre autres, celui de l'Organisation mondiale de la santé de 5 questions sur le bien-être psychologique. On l'a préféré à une échelle de dépression parce qu'elle est formulée à la positive. Puis il y a dans l'évaluation d'étape, il y a le très connu indice de détresse psychologique de Santé Québec de 14 questions qui reviennent. Les autres, on a créé des questions simples qui n'ont pas fait l'objet de validation, mais qui sont occasion de susciter une discussion clinique avec les personnes sur jusqu'à quel point es-tu confiant que tu vas être capable de faire face à tes situations à risque, etc., qui suscitent l'expérience, tu sembles dire, Marc-Claude, ça suscite beaucoup de discussions cliniques intéressantes avec les gens. Je pense qu'il n'y a aucun problème de partager le questionnaire sans difficulté. Bien. Merci beaucoup. Ça va clore notre présentation. Merci France. Merci Marie-Claude. Merci beaucoup.